Je m'appelle Chloé Girard, et j'avais 27 ans la nuit où mon père m'a effacé de sa famille. Il ne s'est pas disputé avec moi, ne m'a pas critiqué et il m'a effacé. Il se tenait au milieu de son salon impeccable, a montré du doigt le petit garçon silencieux qui me tenait la main, et a dit que j'avais choisi un étranger brisé plutôt que mon propre sang. Puis, il a fait glisser une enveloppe sur la table comme s'il licenciait une employée. À l'intérieur se trouvaient des copies de chaque compte pour lequel il m'avait aidé, chaque promesse qu'il retirait, chaque porte qu'il verrouillait. « Tu es folle », a-t-il lancé. « Tu ne peux même pas prendre soin de toi-même. Ne reviens pas en rampant quand cet enfant ruinera ta vie. » Le garçon a serré mes doigts une fois, pas fort, juste assez pour me rappeler qu'il comprenait plus que tout le monde ne le pensait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai ramassé le dossier d'adoption, suis sorti et j'ai laissé mon père crier derrière moi. Au lever du soleil, mon téléphone affichait 32 appels manqués de sa part. Je les ai tous ignorés. À 8h14, un VUS noir s'est arrêté devant mon appartement. Un homme bien habillé en est sorti avec 2 gardes du corps, tenant une photographie du garçon endormi dans mon couloir. Sa voix tremblait lorsqu'il a demandé « Êtes-vous la femme qui a aidé mon fils ?» J'ai hoché la tête. Mon téléphone a de nouveau sonné. Papa. J'ai laissé sonner. Avant que je vous dise ce qu'il a dit, et ce qui s'est passé après que je sois parti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il où vous êtes? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Le nom du petit garçon était Léo Cartier, et pendant 3 mois, tout le monde avait traité son silence comme un espace vide au lieu d'un langage. Il ne parlait pas, mais il observait tout. Il se souvenait où je gardais les piles de rechange pour sa veilleuse. Il tapotait 2 fois sur mon poignet quand des étrangers se tenaient trop près. Il pliait le coin d'une serviette en papier chaque fois qu'il essayait de ne pas pleurer. La première fois que je l'ai rencontré, il était assis dans l'arrière-boutique d'un centre d'accueil d'urgence pour familles d'accueil bondées, avec un lapin en peluche sous un bras et un bracelet d'hôpital encore autour de son poignet. L'assistante sociale m'a dit que sa mère était décédée subitement. Ses dossiers étaient incomplets, et aucune famille biologique n'avait été confirmée. J'étais allé là-bas pour donner des manteaux d'hiver de la librairie où je travaillais. Je suis parti ce jour-là incapable d'oublier la façon dont Léo avait posé une petite main sur la porte vitrée quand je m'éloignais, comme pour demander si les gens disparaissaient toujours après avoir été gentils. J'ai d'abord postulé comme placement d'urgence en famille d'accueil, puis je me suis battu pour l'adoption quand personne d'autre ne s'est manifesté. Mon père, David Lefebvre, l'a découvert 2 jours avant l'audience finale. Il n'a pas demandé qui était Léo. Il a demandé ce que les gens penseraient. David possédait un cabinet de conseil privé et traitait la réputation comme de l'oxygène. Une fille célibataire adoptant un enfant non-verbal avec un traumatisme ne correspondait pas à son image du succès. Au début, il a essayé de me faire honte doucement. Puis il a essayé l'argent, puis les menaces. Quand rien de tout cela n'a fonctionné, il s'est présenté sur le parking du palais de justice et m'a dit qu'il s'assurerait que je comprenne le coup de l'embarrasser. Je pensais que me renier était le pire qu'il pouvait faire. J'avais tort. Le jour après avoir officiellement ramené Léo à la maison, je l'ai emmené dans une clinique de développement pour sa première évaluation. Je m'attendais à des questions sur la thérapie, les outils de communication, peut-être le soutien post-traumatique. Au lieu de cela, la réceptionniste a pâli après avoir vérifié mon nom. Une superviseure m'a prise à part et m'a dit qu'un appelant anonyme avait signalé que j'étais instable, financièrement dépendante et que j'utilisais un enfant handicapé pour attirer l'attention. Mon estomac s'est noué parce que je connaissais ce langage. Instable était le mot préféré de David pour toute femme qui lui désobéissait. Attention était ce qu'il appelait la compassion quand elle ne lui profitait pas. J'ai passé 2 heures à répondre à des questions pendant que Léo était assis à côté de moi, construisant silencieusement une tour de blocs de bois et la faisant tomber chaque fois qu'une porte claquait. Le médecin nous a finalement autorisés à partir, mais le mal avait déjà commencé. Une enquête serait ouverte. Non pas parce qu'il y avait des preuves que j'avais fait du mal à Léo, mais parce que quelqu'un avait semblé assez confiant en mentant. Ce soir-là, David a exigé que je vienne chez lui. Il a promis qu'il pourrait arranger les choses si je signais des papiers remettant Léo dans le système avant que l'adoption ne devienne une erreur publique. Quand j'ai refusé, il m'a renié. Cela m'a amené au lendemain matin, au VUS noir, à l'étranger à ma porte. Son nom était Étienne de Martel.
J'ai immédiatement reconnu le nom de famille. La fondation de la famille de Martel finançait des hôpitaux, des programmes pour enfants, des centres pour personnes handicapées, tout ce à quoi mon père avait passé des années à essayer d'associer son nom. Les mains d'Étienne tremblaient alors qu'il me montrait une photo de Léo en bas âge assis sur ses épaules, tous deux riant sur une plage que je n'avais jamais vue. Sa mère a disparu avec lui après un conflit de garde, a-t-il dit prudemment, comme si chaque mot avait été traîné à travers le deuil. On m'a dit qu'ils étaient partis à l'étranger. J'ai engagé des enquêteurs pendant 2 ans. Hier, quelqu'un a envoyé à mon avocat un avis de la clinique avec votre nom dessus. J'ai reculé, bloquant le couloir menant à la chambre de Léo sans réfléchir. Vous ne me l'enlèverez pas, Étienne n'a pas semblé offensé. Il avait l'air dévasté. Je ne suis pas ici pour l'arracher à la seule personne qui l'a protégé, a-t-il dit. Je suis ici parce que j'ai enfin retrouvé mon fils. Puis mon téléphone a de nouveau sonné. Le nom de David remplissait l'écran. Étienne l'a vu, et quelque chose de vif a changé sur son visage. David Lefebvre est votre père, a-t-il demandé. J'ai hoché lentement la tête. Étienne a baissé la photographie. Alors votre père et moi nous connaissons déjà. Si le sang pouvait ouvrir des portes, pouvait-il aussi exposer tous les mensonges qui se cachaient derrière elle? Commentez ce que vous pensez que David avait fait avant même que je connaisse toute la vérité. Étienne n'est pas entré tout de suite. Il est resté dans le couloir comme si franchir mon seuil sans permission le rendrait pas meilleur que les gens qui avaient déjà traité Léo comme une propriété. Cette tenue m'en a dit plus que son costume coûteux. J'ai réveillé Léo doucement et je l'ai amené dans le salon. Dès que Léo a vu Étienne, son corps s'est immobilisé. Pas effrayé, exactement. Figé entre le souvenir et l'incrédulité. Étienne s'est accroupi, son garde du corps reculant, et a placé la vieille photographie sur le sol au lieu de la pousser dans les mains de Léo. Léo l'a fixée pendant près d'1 minute. Puis il a tendu la main et a touché la version plus jeune de lui-même sur la photo. Ses doigts se sont déplacés vers le visage d'Étienne. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Étienne s'est détourné si rapidement que j'ai su qu'il essayait de ne pas s'effondrer devant lui. J'avais passé 3 mois à apprendre le silence de Léo, mais ce matin-là, j'ai appris quelque chose de nouveau. Le silence peut être à la fois retrouvailles, panique, deuil et espoir. Étienne a expliqué que le nom de naissance de Léo était Léo de Martel. Sa mère, dépassée et effrayée après une âpre bataille pour la garde, avait quitté l'État avec lui. Étienne a admis qu'il avait des avocats, de la richesse et des enquêteurs, mais rien de tout cela n'avait aidé une fois que de faux noms et des refuges informels étaient devenus partie de la piste. Il n'a pas mal parlé de la mère de Léo. Il a seulement dit, elle avait des difficultés. J'aurais dû le voir plus tôt. Puis il m'a posé des questions sur moi, et je lui ai tout raconté. Le placement d'urgence, les listes d'attente pour la thérapie, le rapport de la clinique, l'accusation anonyme et le discours de reniement de David. Étienne a écouté sans interrompre. Au moment où j'ai fini, son avocate était arrivée avec une tablette pleine de documents. C'est alors que l'histoire est passée d'un drame familial à quelque chose de plus sombre. Le rapport de la clinique n'avait pas simplement été anonyme. L'appelant avait refusé de donner un nom, mais le numéro de rappel sur le formulaire d'admission appartenait à une ligne de bureau connectée à partenaire stratégique Lefebvre, le cabinet de mon père. Pire encore, le matin même où j'ai emmené Léo à la clinique, quelqu'un du bureau de David avait envoyé un courriel à un contact privé d'un réseau de donateurs avertissant qu'une jeune femme nommée Chloé Girard exploitait un enfant à besoins spéciaux lié à une famille fortunée. À l'époque, David ne savait pas que le père de Léo était Étienne. Il savait seulement qu'il pourrait y avoir de l'argent et de la réputation quelque part près du garçon, et il avait essayé de contrôler l'histoire avant que je ne le puisse. J'ai eu un frisson glacial. David ne m'avait pas renié parce qu'il me croyait impuissante. Il m'avait renié parce que je ne lui obéirais pas assez vite. L'avocate d'Étienne m'a conseillé de ne pas répondre aux appels de David. Laissez-le mettre ses menaces par écrit, a-t-elle dit. David a fait exactement cela. À midi, il a texté, tu n'as aucune idée de ce que tu as entraîné dans cette famille. À 14 heures, il a écrit, je peux encore te protéger si tu arrêtes d'agir comme une mère. À 16 heures, il a envoyé le message qui a fait trembler mes mains, rends le garçon avant que les gens ne commencent à demander pourquoi tu le voulais tant. Étienne a lu celui-là 2 fois, la mâchoire serrée. Il essaie de te faire passer pour une prédatrice avant que quiconque ne demande pourquoi il est intervenu.
Je voulais dire que David n'irait pas si loin. Mais il était déjà allé aussi loin. Ce soir-là, l'agence d'adoption a programmé un examen urgent à cause de la plainte. David avait réussi à placer un point d'interrogation sur ma maison, mes motivations et la sécurité de Léo. Léo a senti le changement. Il m'a apporté son carnet de dessin et m'a montré une image de 3 bonshommes allumettes. Un petit. Une femme. Un homme avec un corps carré et des sourcils épais. L'homme était dessiné à l'extérieur d'une grande porte rouge. En dessous, Léo avait écrit un mot en lettres prudentes et inégales, bruyant. « C'est mon père ?» ai-je demandé. Léo a hoché la tête une fois. Ma gorge s'est serrée. David n'avait jamais eu besoin de frapper Léo pour le blesser. Il s'était rendu terrifiant simplement en décidant que l'enfant ne valait pas la tendresse. L'examen a eu lieu 2 jours plus tard. Je suis entré dans la salle de conférence de l'agence en m'attendant à une assistante sociale, peut-être une superviseure. Au lieu de cela, David était déjà là dans un costume bleu marine, souriant comme un parent en deuil. « Je suis seulement ici parce que j'aime ma fille », a-t-il dit avant même que je m'assoie. Elle est impulsive. Elle ne comprend pas le fardeau à vie qu'elle a assumé. Il n'a jamais regardé Léo. Pas une seule fois. Puis la porte s'est ouverte derrière moi, et Étienne est entré avec son avocate. Le sourire de David est mort si soudainement que j'ai eu l'impression que la température de la pièce avait chuté. Étienne lui a tendu la main. « Monsieur Lefebvre, a-t-il dit, je crois que vous avez fait des signalements concernant mon fils. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père sans voix. Mais sans voix n'était pas la même chose que vaincu. Ce n'était que le début. » David s'est vite ressaisi car les hommes comme lui s'exercent à paraître innocents dans les miroirs. Il s'est levé, a ajusté sa veste et a joué la préoccupation si habilement que j'ai presque admiré la discipline. « Monsieur de Martel, a-t-il dit, je ne savais pas que cet enfant était lié à vous. Ma seule préoccupation a toujours été la capacité de Chloé à gérer une situation aussi compliquée. Une situation aussi compliquée. C'est ainsi qu'il a réduit la vie de Léo à un inconvénient. » Étienne n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Il a posé un dossier sur la table et a demandé à la superviseure de l'agence d'examiner la chronologie. La plainte anonyme avait été déposée après que David eut appris que mon adoption avançait, avant qu'Étienne ne découvre où se trouvait Léo, et avant qu'aucune préoccupation réelle n'ait été signalée par des médecins, des voisins, des enseignants ou des assistants sociaux. Les notes de la clinique montraient que Léo était propre, nourri, lié à moi et répondait bien à la communication visuelle. Le seul danger mentionné ou que ce soit était le stress déclenché par une confrontation bruyante. David s'est éclairci la gorge et a essayé un autre angle. Chloé dépend de moi financièrement. J'ai fait glisser mon propre dossier vers l'avant. Relevé bancaire, contrat de location, fiche de paie, le petit fonds d'urgence que j'avais constitué en travaillant double et en vendant ma voiture. Le nom de David n'apparaissait nulle part sur ma survie. Il avait confondu le contrôle passé avec la possession actuelle. Quand la superviseure a demandé à Léo s'il se sentait en sécurité avec moi, la pièce est devenue douloureusement silencieuse. J'ai posé sa tablette de communication sur la table mais je ne l'ai pas touchée. Étienne a regardé, les larmes aux yeux, pendant que Léo tapait lentement « Maison c'est Chloé ». Puis, après une longue pause, il a ajouté « Homme bruyant non ». La superviseure de l'agence a refermé le dossier à moitié. Le visage de David a rougi. C'est un enfant. Il ne comprend pas. Étienne s'est finalement penché en avant. Il comprend assez. La plainte a été rejetée en attendant un suivi de routine, mais David n'avait pas fini. Dans le couloir, il m'a attrapé le bras assez fort pour faire sursauter Léo. « Sais-tu ce que tu viens de me coûter ?» a-t-il sifflé. Cette seule phrase m'a tout dit. Pas ce que j'avais souffert, pas ce que Léo avait enduré, mais ce que je lui avais coûté. Le garde du corps d'Étienne s'est interposé entre nous avant que je puisse répondre. David m'a relâché et a souri aux caméras de sécurité comme si le couloir lui-même l'avait trahi. Cette nuit-là, son masque est tombé dans les messages. Il m'a accusé d'avoir mis en scène la réponse de la tablette de Léo. Il a accusé Étienne de me manipuler. Puis est venue la vraie raison, j'étais en pourparlers finaux avec de Martel pour une initiative familiale régionale. Tu m'as fait paraître instable. Règle ça. J'ai regardé le mot instable et j'ai presque ri. Pendant des années,
David avait utilisé ce mot comme une cage autour de moi. Maintenant, il s'était retourné et s'était verrouillé sur lui. Étienne a appelé plus tard, pas en tant que milliardaire, pas en tant que donateur, mais en tant que père essayant de comprendre comment entrer dans la vie d'un enfant sans détruire l'endroit sûr que cet enfant avait trouvé. Il m'a dit qu'il demanderait la reconnaissance légale, mais qu'il n'exigerait pas la garde immédiate. Léo a déjà trop perdu, a-t-il dit. Je ne le ferai pas te perdre aussi. Je l'ai respecté pour cela. Plus important encore, Léo l'a fait. Au cours de la semaine suivante, Étienne a rendu visite sous la direction d'une thérapeute pour enfants. Au début, Léo restait derrière ma chaise. Puis il s'est assis en face d'Étienne, puis à côté de lui. Un après-midi, Étienne a apporté un petit train en bois que Léo avait adoré en bas âge. Léo l'a pressé contre sa poitrine et a pleuré sans un son. J'ai pleuré aussi, silencieusement, parce que le deuil n'est pas moins réel quand il ne fait pas de bruit. Pendant ce temps, David a changé de stratégie. Quand les menaces ont échoué, il a essayé le charme. Il a envoyé des fleurs à mon appartement. Il a laissé des messages vocaux appelant Léo, notre petit gars courageux, comme s'il ne l'avait pas traité de brisé. Il a dit à des proches qu'il avait toujours soutenu mon adoption mais qu'il avait été prudent pour le bien de Chloé. Ma tante m'a transféré un de ces messages par accident. Dans celui-ci, David écrivait, « Si Étienne demande, dis que j'ai encouragé Chloé depuis le début. Cela pourrait encore nous profiter à tous. » Nous tous? Il voulait dire lui-même. Il voulait toujours dire lui-même. C'est alors que Sarah, du groupe de soutien pour le handicap, a suggéré de transformer notre petite réunion de parents en un événement public d'inclusion. Étienne a offert un financement, mais j'ai insisté pour que ce soit dirigé par la communauté, pas l'histoire de sauvetage d'un homme riche. Nous avons planifié des stations sensorielles, des temps de calme, des tableaux de communication, des ressources thérapeutiques et un panel pour les parents qui se sentaient jugés par leur propre famille. L'événement s'appelait « Chaque voix compte ». David l'a découvert via une liste d'invitations de donateurs. 2 jours avant l'événement, il m'a texté « Ne me mets pas dans l'embarras en public ». J'ai répondu pour la première fois en des semaines, « Alors ne viens pas ». Il est venu quand même, et il n'est pas venu seul. David est arrivé à « Chaque voix compte » avec 3 membres du conseil d'administration de son cabinet, un photographe et le sourire qu'il utilisait quand il voulait que des étrangers pensent qu'il m'avait élevé avec douceur. Il portait une cravate bleu pâle, celle qu'il appelait « digne de confiance », et portait un sac cadeau avec le nom de Léo écrit en marqueur argenté. Léo l'a vu de l'autre côté du parc et a immédiatement couvert ses oreilles, même si David n'avait pas encore parlé. C'est la première chose que la foule a remarquée. Pas ma colère. Pas le garde du corps d'Étienne qui se rapprochait. Le corps d'un enfant disant la vérité avant qu'un adulte ne puisse mentir. Je me suis penché à côté de Léo et j'ai chuchoté, « Tu es en sécurité. Nous pouvons aller à la tente calme quand tu veux. » Il a pressé sa tablette contre ma jambe et a hoché la tête. David s'est approché quand même, les bras ouverts. « Voilà mon petit-fils » a-t-il annoncé bruyamment. Le mot m'a frappé comme de l'eau glacée. Petit-fils. Quelques semaines plus tôt, Léo avait été un fardeau, un scandale, une erreur. Maintenant qu'Étienne de Martel se tenait près de la table des donateurs, David avait découvert la famille. Je me suis placé devant Léo. Ne l'appelle pas comme ça. David a ri pour le photographe. Chloé a toujours été dramatique. Elle tient ça de sa mère. Quelques personnes ont ri poliment parce qu'elles ne comprenaient pas le champ de bataille sous la phrase. Étienne, si. Son expression s'est durcie. Sarah a essayé de réorienter le moment en appelant des bénévoles vers l'atelier de bricolage sensoriel, mais David n'était pas venu pour participer. Il était venu pour reprendre le récit. À la moitié de l'événement, alors que les parents étaient rassemblés près de la petite scène, David s'est approché sans être présenté et a tapoté le microphone. « Je veux dire à quel point je suis fier de ma fille », a-t-il commencé. Tout mon corps s'est immobilisé. Quand Chloé a introduit Léo dans nos vies pour la première fois, j'avais des inquiétudes, bien sûr. N'importe quel père aimant en aurait eu. Mais je l'ai guidé à travers ses peurs. Et aujourd'hui, notre famille se tient aux côtés de la famille de Martel pour soutenir les enfants qui ont besoin de soins spéciaux. Notre famille l'a guidé se tient aux côtés de chaque mensonge porté une chaussure vernie. Les caméras se sont tournées vers moi.
David a tendu la main comme s'il s'attendait à ce que je le rejoigne sur scène pour compléter la performance. J'ai regardé Léo. Son visage était devenu pâle. Étienne s'est dirigé vers la scène, mais j'ai secoué la tête une fois. Pas encore. David avait besoin d'assez de cordes pour se révéler. Un parent dans la foule a demandé, « Alors vous avez aidé à organiser cela ?» David a souri. J'ai aidé Chloé à comprendre la gravité de ce qu'elle avait entrepris. Puis il a ajouté, « Certains enfants nécessitent un sacrifice extraordinaire. Tout le monde n'est pas équipé. » Ses yeux se sont posés sur moi. J'ai entendu l'ancien message à l'intérieur de la nouvelle phrase, « Tu ne peux pas faire ça sans moi. » Léo a commencé à taper frénétiquement sur sa tablette. Trop bruyant. Partir. 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 J'ai tendu la main vers lui, mais David est descendu de la scène et s'est accroupi devant lui avec le sac cadeau. Allez, mon grand. Souris pour la caméra. Montre à tout le monde que tu es reconnaissant. La respiration de Léo a changé. Rapide, superficielle, terrifiée. J'ai pris le sac et je l'ai mis de côté. Recule. Le sourire de David a tressailli. Ne fais pas de scène. Tu en as fait une en montant sur cette scène. Le photographe a baissé son appareil. Les gens regardaient maintenant, sans politesse. David s'est penché plus près, la voix assez basse pour qu'il pense que seul moi pouvais l'entendre. Stupide fille. J'essaie de sauver ça pour nous deux. Sais-tu ce que vaut le partenariat d'Étienne? Il a oublié une chose. Le microphone accroché à sa cravate était toujours allumé. Ces mots ont roulé à travers le parc par 2 haut-parleurs près de la tente calme. Stupide fille, partenariat d'Étienne vaut. Tous les parents se sont retournés. La bouche de Sarah est tombée. Étienne s'est arrêté au pied de la scène. Son visage n'était plus triste, ni prudent, mais froid. David l'a réalisé une seconde trop tard. Il a attrapé le microphone en riant brusquement. Problème technique. Mais la panique rend les gens cruels maladroits. Il a continué à parler. C'est exactement ce que je veux dire. Chloé réagit de manière excessive. Le garçon réagit. C'est le chaos. Léo a fait un son alors. Pas un mot. Un cri brisé et effrayé qui a transpercé toutes les excuses d'adultes. Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai emmené à la tente calme pendant que Sarah bloquait l'entrée. Pendant 10 minutes, le monde s'est rétréci aux mains tremblantes de Léo, à la couverture lestée sur ses épaules et à ma voix content des respirations qu'il pouvait suivre. Quand il a finalement atteint sa tablette, je m'attendais à ce qu'il tape rentrer à la maison. Au lieu de cela, il a tapé 5 mots. Homme bruyant a essayé de me prendre. Mon sang s'est glacé. J'ai demandé doucement, quand? Les doigts de Léo tremblaient alors qu'il ouvrait l'application de dessin. Il a dessiné le couloir de l'agence. Il a dessiné les épaules carrées de David. Il a dessiné mon bras avec la main de David autour. Puis il s'est dessiné, petit, à côté de nous. J'avais pensé que les dommages de David étaient émotionnels, réputationnels, légaux. Mais Léo avait tout vu. Il l'avait porté en silence. Quand je suis sorti de la tente calme, Étienne attendait avec son avocate, Sarah, 2 représentantes de l'agence qui avaient assisté à l'événement, et une foule qui n'avait plus l'air confuse. David se tenait seul près de la scène, essayant toujours de sourire. Étienne m'a regardé et a demandé, « Es-tu prête à le laisser répondre de cela ?» J'ai regardé Léo, qui tenait ma manche d'une main et sa tablette de l'autre. Pour une fois, la vengeance ne ressemblait pas à de la colère. Elle ressemblait à de la protection. J'ai dit, oui. Étienne n'a pas crié sur David. Cela aurait donné à David le genre de combat qu'il savait comment déformer. Au lieu de cela, Étienne a demandé au coordinateur de l'événement de redémarrer le microphone et a invité tout le monde à rester parce que, un malentendu impliquant la représentation d'un donateur devait être corrigé publiquement. Le visage de David a changé. Il connaissait le langage des entreprises. Il savait que cette phrase n'était pas émotionnelle. Elle était chirurgicale. Étienne est monté sur scène avec son avocate à ses côtés et s'est présenté non pas comme un milliardaire, ni comme un père en deuil, mais comme le père biologique et le pétitionnaire légal de Léo. Un murmure a parcouru le parc. David a regardé vers la sortie, mais un des membres de son propre conseil d'administration lui a touché le bras et a dit,
tu devrais entendre ça. C'est alors que j'ai compris le vrai poids des conséquences. David pouvait ignorer ma douleur. Il pouvait rejeter la peur de Léo. Mais il ne pouvait pas ignorer les témoins dont les signatures affectaient son argent. Étienne a continué, il y a plusieurs semaines, un faux rapport d'inquiétude a été déposé contre la femme qui a donné à mon fils un foyer sur quand personne ne savait qui il était. Ce rapport a retardé les services de soutien et a placé un stress inutile sur un enfant traumatisé. La documentation relie le rapport à une ligne de bureau appartenant à Partenaires Stratégiques Lefebvre. David a aboyé, c'est diffamatoire. L'avocate d'Étienne a levé une page. C'est documenté. La foule s'est tue de la manière dont les gens le font quand le divertissement se transforme en preuve. Étienne a ensuite lu une partie du message de David, celui sur les pourparlers finaux avec de Martel, et moi le faisant paraître instable. Il n'a pas lu chaque mot cruel. Il n'en avait pas besoin. La vérité sélectionnée suffisait. Une mère au premier rang a secoué la tête. Un bénévole a chuchoté, il a utilisé l'enfant pour un marché. David s'est alors tourné vers moi parce que, acculé, il cherchait toujours la personne qu'il pensait pouvoir encore contrôler. Chloé, dis-leur que c'est une affaire de famille. Je me suis approché de la scène en tenant la tablette de Léo dans une main. Non, ai-je dit. Une syllabe. Des années de peur se sont fissurées sous elle. David a baissé la voix. Réfléchis bien. J'ai levé la tablette vers le microphone, et il a capté la petite voix électronique que Léo avait choisie. Maison, c'est Chloé. Homme bruyant, non. La phrase a résonné à travers le champ, assez simple pour que toutes les excuses meurent autour d'elle. Étienne a regardé les membres du conseil d'administration de David. Avec effet immédiat, la fondation de la famille de Martel met fin à toutes les discussions de partenariat avec Partenaires Stratégiques Lefebvre. Nous transmettrons également notre documentation aux conseils professionnels appropriés, à l'agence et à tout réseau de donateurs ayant reçu des déclarations trompeuses sur mon fils ou Madame Girard. Un membre du conseil d'administration s'est éloigné de David comme si la réputation était contagieuse. Un autre a sorti son téléphone. Les yeux de David se sont écarquillés. Vous pouvez pas faire ça pour un malentendu. La voix d'Étienne est restée calme. Je ne le fais pas pour un malentendu. Je le fais parce que vous avez ciblé un enfant, harcelé sa tutrice légale et tenté de convertir la souffrance privée en une opportunité commerciale. C'est à ce moment-là que David a vraiment appris qui était le père de Léo. Pas riche. Pas puissant. Pas utile. Un père. Quelqu'un qui protégerait son enfant sans avoir besoin d'applaudissements. David a tenté une dernière performance. Il s'est tourné vers les parents et a dit qu'il n'avait voulu que le meilleur pour sa fille. Sarah s'est avancée avant que je ne le puisse. Alors pourquoi l'avez-vous traité de stupide dans un micro allumé? Un rire nerveux a traversé la foule, mais ce n'était pas de l'humour. C'était une libération. Les gens l'avaient entendu. Les gens avaient vu Léo se cacher. Les gens avaient vu David prétendre à l'amour seulement après avoir découvert la richesse. En moins d'une heure, des extraits de l'événement étaient en ligne. Le soir, des donateurs appelaient son cabinet. Le lendemain matin, 2 partenaires à but non lucratif ont suspendu leur contrat. À la fin de la semaine, on a demandé à David de se retirer du conseil d'administration de l'initiative familiale qu'il avait passé 6 ans à essayer de présider. Son entreprise a annoncé une enquête interne. Le mot « instable » est apparu dans une chronique économique locale, non pas à côté de mon nom, mais à côté du sien. Il m'a appelé 74 fois en 3 jours. Les premiers messages étaient furieux. Puis stratégiques. Puis suppliants. Chloé, tu ne comprends pas ce que cela me fait. J'ai écouté ce message vocal 3 fois, non pas parce que j'appréciais sa douleur, mais parce que j'avais besoin d'entendre l'absence. Aucune excuse à Léo. Aucun regret pour le rapport. Aucune honte d'avoir attrapé mon bras. Seulement, ce que cela me fait. Le 4e jour, il est venu à mon immeuble, mais l'avocate d'Étienne m'avait déjà aidé à déposer un avis de non-contact en attendant le suivi final de l'agence. David se tenait devant la porte vitrée sous un imperméable, l'air plus vieux que dans mon souvenir, tenant le même sac cadeau argenté qu'il avait apporté à l'événement. Je ne suis pas descendu. Léo regardait de derrière le rideau, puis a tapé « Homme bruyant dehors ?» J'ai dit « Oui, mais il ne peut pas entrer. »
Léo a regardé la porte verrouillée pendant un long moment. Puis il a posé sa petite main sur ma poitrine et a tapé « sur ». Ce seul mot valait plus que tout l'héritage que David m'avait enlevé. L'agence a clos l'examen avec une note officielle louant la stabilité du placement de Léo et recommandant un contact continu avec Étienne sous supervision thérapeutique. David, quant à lui, a été contraint par le conseil d'administration de son cabinet de publier des rétractations écrites au réseau de donateurs et de démissionner de 2 comités liés au financement de la protection de l'enfance. Les excuses publiques qu'il a publiées étaient rigides, légales et vides, mais elles ont fait une chose utile, elles ont admis que la plainte était basée sur des suppositions personnelles incomplètes. Traduction, il avait menti et ne pouvait plus le cacher. Quand les journalistes m'ont contacté, j'ai refusé les interviews. Je ne voulais pas la célébrité. Je voulais des matins calmes, des rendez-vous chez le thérapeute, des formulaires scolaires, des routines du coucher et un enfant qui ne sursautait plus au bruit de pas dans le couloir. La vengeance, j'ai appris, ne consiste pas toujours à détruire quelqu'un. Parfois, c'est refuser de protéger la personne qui a essayé de vous détruire. Parfois, la punition la plus lourde est de laisser la vérité se tenir en public sans l'adoucir pour la famille. David m'avait dit un jour de ne pas revenir en rampant quand Léo ruinerait ma vie, mais Léo n'avait rien ruiné. Il avait tout révélé. 3 mois plus tard, la première salle permanente, Chaque voix compte, a ouvert ses portes dans une aile rénovée du centre communautaire. Étienne a d'abord financé la rénovation de manière anonyme, mais Léo a reconnu son écriture sur la note jointe à la première boîte de tablettes de communication. Il a tapoté la carte, puis a tapoté le nom d'Étienne sur son appareil, et Étienne a dû se tourner vers la fenêtre pendant 1 minute. Leur relation n'a pas été instantanée, et j'ai refusé de prétendre que la biologie guérissait tout du jour au lendemain. Certains jours, Léo s'asseyait à côté d'Étienne et jouait avec des trains pendant 1 heure. D'autres jours, il se cachait derrière moi et avait besoin de distance. Étienne acceptait les deux. Cela comptait. L'amour qui exige un réconfort immédiat n'est pas de l'amour. C'est de la faim. La pétition d'Étienne n'a pas effacé mon adoption. Après de longues réunions avec des avocats, des thérapeutes et l'agence, nous avons mis en place un arrangement de tutelle qui maintenait le domicile de Léo avec moi tout en permettant à Étienne une implication parentale croissante au rythme de Léo. Les gens s'attendaient à de la jalousie de ma part, comme si la maternité était un trophée que quelqu'un pouvait voler. Mais je n'avais jamais adopté Léo pour le posséder. Je l'ai adopté parce qu'il avait besoin que quelqu'un reste. Si Étienne pouvait rester aussi dans toute sécurité et patiemment, alors Léo gagnait plus d'amour, pas moins. Le centre est devenu notre preuve que la douleur pouvait être convertie en structure. Nous avons organisé des ateliers pour parents sur la surcharge sensorielle, les droits légaux, les soins tenant compte des traumatismes et la communication non verbale. Sarah dirigeait la formation des bénévoles. Un ami a organisé un coin lecture pour les frères et sœurs qui se sentaient souvent oubliés. J'ai continué à travailler à temps partiel à la librairie et j'ai passé le reste de mes heures à construire quelque chose que David ne comprendrait jamais, un endroit où aucun enfant n'avait à mériter la dignité en étant facile. Léo a changé lentement, magnifiquement, d'une manière que des étrangers auraient pu manquer. Il a commencé à choisir ses propres chemises. Il a appris à tapoter un bracelet quand il avait besoin de calme. Il riait plus souvent, surtout quand Étienne prétendait être terrible au puzzle. Un après-midi, pendant le groupe d'art, une petite fille a demandé pourquoi Léo ne parlait pas. Avant que je puisse répondre, Léo a tapé « Mes mots utilisent des boutons ». La fille a hoché la tête et a dit « Cool », puis lui a tendu un marqueur vert. J'ai failli pleurer devant la simplicité de l'acceptation quand les adultes ne l'empoisonnent pas d'abord. La vie de David ne s'est pas effondrée dans la pauvreté ou la tragédie. Cela aurait été trop net, trop dramatique, trop facile pour lui de se qualifier de victime. Sa punition était plus appropriée. Il est resté assez riche pour vivre confortablement, mais pas assez puissant pour contrôler les pièces dans lesquelles il entrait. Les comités ont cessé de l'inviter. Les donateurs ont cessé de rappeler. Son cabinet a survécu, mais sans l'image morale polie qu'il avait passé des décennies à louer auprès d'organismes de bienfaisance. Les proches qui me disaient autrefois de maintenir la paix ont commencé à admettre qu'il s'était tu parce que le confronter était épuisant. Ma tante s'est excusée la première. Puis un cousin. Puis, de manière surprenante, une vieille amie de ma mère m'a envoyé une lettre décrivant comment David avait fait pression sur ma mère des années plus tôt pour qu'elle abandonne un programme de bénévolat pour enfants handicapés parce que c'était une mauvaise image pour sa carrière.
Cette lettre m'a fait plus mal que je ne l'avais prévu. Elle prouvait que sa cruauté n'était pas une réaction à Léo. C'était un schéma. Léo n'avait fait que rendre le schéma visible. Un soir, David m'a envoyé des excuses manuscrites. Pas la version légale. Une vraie, ou du moins la chose la plus proche du réel qu'il ait jamais tenté. Il a écrit que perdre la confiance du public l'avait forcé à voir à quelle fréquence il confondait contrôle et soin. Il a écrit qu'il avait honte de ce qu'il avait dit sur Léo. Il a demandé une visite supervisée, quand et si l'enfant est prêt. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai lue à Étienne, Sarah et au thérapeute de Léo. Enfin, je l'ai montré à Léo, non pas parce que la décision lui appartenait entièrement, mais parce que ses sentiments comptaient le plus. Léo a regardé la signature de David pendant un long moment. Puis il a tapé, pas maintenant. J'ai renvoyé par la poste 3 mots, nous respectons cela. Pour la première fois, je n'ai pas expliqué plus que nécessaire. Je n'ai pas adouci la limite avec de la culpabilité. Je n'ai pas ajouté, peut-être bientôt, pour réconforter un homme qui ne nous avait jamais réconfortés. Quelques semaines plus tard, lors de la célébration d'ouverture du centre, Léo se tenait à côté de moi pendant qu'Étienne prononçait un court discours sur l'amour patient. Aucun garde du corps ne se tenait prêt ce jour-là. Personne n'avait besoin de faire une démonstration de pouvoir. Les familles remplissaient la pièce. Les enfants se déplaçaient entre les tapis sensoriels et les tables d'art. Et une bannière au-dessus de la porte disait « Chaque voix compte, même les plus silencieuses ». Léo a tiré sur ma manche vers la fin. Il a levé sa tablette, les joues roses de concentration. L'appareil a parlé de sa petite voix calme, « Maman, regarde ». C'était la première fois qu'il utilisait ce mot pour moi devant d'autres personnes. La pièce est devenue floue. Je me suis agenouillé, et il a enroulé ses bras autour de mon cou. Étienne a pleuré ouvertement. Sarah a mis une main sur sa bouche. J'ai pensé à la nuit où David m'a renié. L'enveloppe, la menace, la façon dont j'étais sorti avec rien d'autre que la main d'un enfant silencieux dans la mienne. À l'époque, David pensait qu'il me coupait de la famille. Il m'avait en fait poussé vers une meilleure, une choisie, une véritable. Plus tard dans la nuit, après que Léo se soit endormi avec le train en bois à côté de son oreiller, mon téléphone s'est allumé avec un message de David. J'ai vu l'expéditeur en ligne. Il a l'air heureux. J'ai regardé l'écran. Pour une fois, il n'y avait aucune demande attachée, aucune correction, aucune insulte déguisée en préoccupation. Je n'ai pas répondu tout de suite. Peut-être qu'un jour Léo choisirait de le rencontrer. Peut-être qu'un jour David deviendrait assez humble pour entrer dans nos vies sans essayer de les réarranger. Mais le pardon, avais-je appris, n'est pas une porte que quelqu'un d'autre peut défoncer parce qu'il se sent enfin désolé. C'est une clé que la personne blessée peut décider d'utiliser ou non. J'ai retourné le téléphone et j'ai écouté l'appartement silencieux autour de moi. Le silence me faisait peur avant parce que je pensais que cela signifiait qu'il manquait quelque chose. Maintenant, je savais mieux. Parfois, le silence signifie la paix. Parfois, il signifie la sécurité. Parfois, il signifie qu'un petit garçon qui a perdu sa voix a enfin trouvé un foyer où personne ne confond le silence avec la faiblesse. Alors dites-moi honnêtement, si vous étiez à ma place, pardonneriez-vous jamais à David? Ou protégeriez-vous votre paix et le laisseriez-vous à la porte?